Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro. Il était quasiment condamné à la naissance, atteint d'une maladie rare. Il en est devenu le spécialiste au point d'avoir découvert le gène qui en est à l'origine. On lui promettait une vie en fauteuil, il enseigne à Harvard. Mathias Lambert est l'invité aujourd'hui de Point de vue. Faut-il ou non sauver le budget de la sécurité sociale? Les Français ont en tout cas voté. Ils ne veulent pas du 49.3. Révélation du nouveau sondage Odoxa Backbone, décryptage dans cette émission. Et puis un point de vue très intéressant, celui de Pierre-Alain Coffinier. Il se définit lui-même comme un agent de l'étranger. Il a été consul de France en plein cœur de l'Oural à l'heure où le régime russe emprisonner Navalny et lancer sa guerre contre l'Ukraine. On va revenir ensemble sur les derniers développements. Point de vue, c'est parti. Bonjour Mathias Lambert. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, aujourd'hui je vais très bien. Pourra-t-on un jour guérir de la myopathie? Je pense que oui. J'ai envie de dire, il y a déjà des premières victoires avec par exemple la myotrophie spinale, une maladie qui est très très sévère. Aujourd'hui, il existe des traitements. Ce traitement est pris très très tôt. Donc je pense que demain, on pourra guérir les 300 et quelques myopathies qui existent. C'est un des grands intérêts de votre livre, c'est que vous expliquez qu'il n'y a pas une forme de myopathie, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs, il y en a plus de 300. Et ensuite, tout dépend aussi du stade de la progression et de la sévérité de la maladie. C'est-à-dire que même dans ma maladie, chaque individu est différent et va avoir une sévérité qui va être différente. Donc c'est aussi très très compliqué de la comprendre, mais également de la traiter. C'est une maladie évolutive? Alors je dirais que c'est une maladie évolutive, oui, mais qui n'est pas dégénérative dans le sens où la progression est très très lente. Est-ce qu'on pourra la guérir in utero? Alors je pense qu'à un moment donné, oui, on pourra aussi guérir cette maladie in utero, c'est-à-dire que, encore une fois, je reviens sur la myotrophie spinale, il y a eu des essais qui ont été faits in utero pour guérir cette maladie. Et je pense que, encore une fois, dans les myopathies, le plus tôt, le mieux c'est. Encore une fois, pour stopper les symptômes dès qu'ils arrivent. Non, c'est quelque chose aussi de très très important qu'on a en tête. Les soins que l'on peut apporter aujourd'hui, il y a la myotrophie spinale, et quels sont les autres types de soins qu'on peut apporter? Est-ce que ce sont des soins qui finalement ralentissent, stoppent les symptômes? Est-ce qu'il y a des soins, ou en tous les cas, est-ce qu'on pense qu'un jour on pourra trouver de quoi éradiquer l'origine d'une myopathie? Alors oui, aujourd'hui les soins sont très très basiques, c'est-à-dire que c'est par exemple de la kiné, des massages pour réduire les douleurs musculaires, réduire par exemple aussi la rigidité musculaire, c'est-à-dire que, bon, on pense pas souvent, mais des fois le corps, tellement le muscle est touché, peut devenir comme de la pierre, hein, c'est-à-dire que voilà, les douleurs sont très très importantes. Donc c'est beaucoup de kinésithérapie, mais malheureusement aujourd'hui il n'y a aucun traitement qui va à la fois stopper, je dirais même guérir cette maladie. Donc oui, le but c'est, je l'espère, c'est avec un traitement, mais il va falloir passer par la médecine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans la médecine, on ne pourra pas guérir cette maladie. Revenons peut-être, parce que pour les personnes définies comme bien portants, c'est parfois compliqué à imaginer, mais en quoi consiste la vie de quelqu'un qui est atteint de myopathie? On ne peut pas marcher, on ne peut pas se déplacer. Alors encore une fois, les différentes myopathies vont avoir des symptômes qui sont divers et variés. Dans mon cas, c'est un périmètre de marche très très petit, de l'ordre peut-être de 100 mètres ou de 5 minutes de marche. Je vais avoir besoin du fauteuil pour me déplacer. Ce niveau respiratoire, dans ma myopathie, les muscles respiratoires sont les plus touchés. Donc la nuit, c'est-à-dire que parfois vous avez du mal à respirer. Respirer, manger, parler. Sont là maintenant, là c'est un effort, j'ai l'impression de courir un marathon. C'est-à-dire que là on le voit pas, mais si on mettrait un outil qui mesure mes battements cardiaques, je dois monter à 150 parce que j'ai l'impression de courir là en ce moment. Oui, donc la nuit par exemple, j'ai une machine qui me maintient en vie maintenant depuis plus de 17 ans. C'est-à-dire que mes poumons la nuit ne fonctionnent pas. Et c'est quelque chose de concret. C'est-à-dire vous êtes sous oxygène. Sous oxygène. Et c'est clairement, on l'oublie aussi, mais ce sont des maladies qui tuent. C'est ça aussi, ces maladies tuent.
Et très très tôt dans la Parce vie. que les efforts qui sont sollicités pour justement juguler Ouais. ces symptômes de la myopathie peuvent aboutir justement à une suractivité cardiaque. Suractivité cardiaque ou respiratoire, aussi des infections pulmonaires, la grippe, par exemple, quelque chose pour nous où il faut faire vraiment très très attention, parce qu'une atteinte respiratoire, on va pas pouvoir évacuer le mucus des poumons, et on va souvent se retrouver avec une infection des poumons et du système respiratoire. Et donc, oui, on est plus vulnérable à ce qui nous entoure. Comment vous avez justement fait face à l'épidémie de Covid? Alors bon, moi je me suis vacciné parce que bon, ça a été recommandé. Et encore une fois, malheureusement, j'ai quand même eu le Covid. Mais ça a été très très difficile pour moi de m'en remettre. C'est-à-dire que bon, une personne qui a le Covid, par exemple, va peut-être rester une semaine chez soi, voilà, avec des douleurs, de la fièvre. Bon, moi, j'ai mis plus d'un mois à m'en remettre. Et encore une fois, il faut faire attention parce que l'affection peut être là. C'est une lutte de chaque instant. Commençons par le plus tragique, commençons par le début. Votre témoignage est exceptionnel. Il est celui d'un petit gars du Nord, condamné dès sa naissance, et aujourd'hui vous enseignez à Harvard. Commençons donc par le plus tragique, je disais, commençons par le début. Vous n'avez que quelques jours quand votre mère apprend que vous êtes atteint d'une maladie grave, d'une maladie rare. Oui. Alors, c'était dans les années 90. Il faut savoir que la médecine avait très très peu de recul sur les myopathies. Voilà, juste avant, je disais qu'il en existe plus de 300. À l'époque, on en connaissait 2, la myopathie du chêne, la myotrophie spinale. Et donc, à l'époque, les médecins ne comprenaient pas cette maladie et ils me donnaient 1 an à vivre. Et voilà, on a dit à ma maman, voilà, profitez de cette année parce que ce sera la seule. Vous imaginez quand on dit ça à vos parents, à votre enfant qui vient de naître, c'est dévastateur aussi pour la famille, pour les aidants. C'est vrai qu'on oublie souvent, on voit le patient, mais on oublie les aidants également. C'est un des passages très émouvants de votre livre. Vous y consacrez seulement quelques lignes, mais on voit que cette maladie décime votre famille, en particulier votre père. Mais votre mère et vous continuez de vous battre. Exactement. C'est-à-dire que, vous savez, dans la maladie, on a 2 choix. Vous avez le choix d'abandonner, vous avez le choix de combattre. C'est vrai que mon papa a fait le choix d'abandonner. Très très vite, j'avais 6 mois, il est parti. Mais ma maman, elle a choisi de combattre et m'a justement donné cette force qu'elle avait en elle. Et cette force, je m'en sers aujourd'hui aussi dans mon métier de chercheur, dans ma vie de tous les jours, parce qu'il vous faut quand même une force immense, non seulement face à la maladie, mais face à la société, à la différence des médecins, de la recherche. C'est-à-dire qu'à l'époque, encore une fois, on ne connaissait pas cette maladie, il n'y avait aucune recherche et bien sûr aucun traitement. Indifférence parfois de la communauté scientifique et différence également, parce que c'est ce que vous êtes. Sur le terrain de foot, vous racontez, vous êtes un passionné de ballon rond, vous avez envie de taper dans la balle et courir comme Zidane, dont vous suivez les performances, on est au moment de la Coupe du Monde de 98, et pourtant, à l'âge de 10 ans, vous voyez que sur le terrain, vous avez votre short, vos crampons, mais vos jambes ne suivent pas. C'est exactement ça, et je me suis très vite rendu compte que ce corps pouvait devenir prison. C'est-à-dire que vous avez des idées en tête, vous avez envie de courir, mais malgré votre esprit, malgré vos idées, malgré votre envie, le corps ne répond pas. Vous savez, quand vous êtes très jeune, vous rêvez de tout, et malheureusement, mes rêves étaient très, très restreints à cette époque-là à cause de ça. Et c'est vraiment la réalité qui m'est venue en pleine face. Il y a un organe, lui, par contre, qui répond bien, c'est le cerveau. Oui, c'est ma maman qui m'a toujours dit ça, c'est-à-dire qu'elle m'a dit que malheureusement mes jambes ne fonctionneraient pas, et donc elle m'a dit de faire fonctionner mon cerveau, de muscler mon cerveau. C'est ce qu'elle me disait, et elle avait tout compris. C'est-à-dire que voilà, si je voulais survivre aussi dans cette société, aujourd'hui il va falloir que j'utilise ma différence. C'est vrai que j'ai développé, et aussi de par mon handicap, c'est-à-dire que j'avais aussi beaucoup de mal à prendre des prises de notes à l'école. J'ai dû développer une mémoire photographique. C'est ce qui m'a servi dans mes études, c'est-à-dire que moi, quand je lis un texte, quand j'écoute, je retiens toutes les informations, mais au détail près, et ça me permet de réciter la leçon sans aucun effort ensuite. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'exceller à l'université, dans mon métier, parce que moi, tout m'est très facile en termes d'apprentissage. On vous envie de ce point de vue-là. Justement, comment ça se passe à l'école et comment finalement vous allez passer de ces villes du Nord où vous êtes
j'allais dire, à Harvard? Alors, l'école, pour moi, a été quand même assez difficile. J'ai fait d'abord face aux moqueries, c'est-à-dire à l'incompréhension, et j'étais aussi dans un état d'esprit vraiment différent. C'est-à-dire qu'à l'époque, je ne comprenais pas cette maladie, les médecins ne savaient pas me l'expliquer. Alors, comment voulez-vous que je l'explique aux autres? C'est ça aussi, on me demandait, bon, est-ce que tu es handicapé, est-ce que tu as une myopathie? Je disais oui, mais bon, ça s'arrêtait là. Et ensuite, bon, à l'université, j'ai été pendant 2 ans dans un institut d'éducation motrice, voilà, pour m'apprendre, entre guillemets, la vie et tout ce qui est à côté. J'avais aussi des séances de kiné sur place, c'est-à-dire qu'il y a quand même tout autour, on a toujours essayé de me protéger, c'est ça, voilà, de tout, et que mon corps puisse être dans le meilleur état possible. Parce que bon, quand vous faites des études universitaires, j'ai passé 8 ans à la fac, tous les jours, bon, c'est physiquement très très dur. Et alors, comment je suis parti aux États-Unis? J'ai envie de dire, bon, au culot. Vous savez, je suis allé au culot, j'ai pas pris encore une fois, vous parliez de différence tout à l'heure, je suis pas allé par les voies traditionnelles, j'ai vraiment fait à ma façon, et j'ai envoyé mon CV à des chefs de laboratoire par email en disant j'adore votre labo, je voudrais travailler pour vous. Il y en a quelques-uns qui m'ont répondu, j'ai eu plusieurs propositions, une en Californie, une en Floride et une à Harvard à Boston. Et vous savez, quand on vous propose une fois Harvard, vous y allez. C'est pour ça, parce que ça aurait été plus ensoleillé les autres destinations. C'est vrai. Comment découvrez-vous le gène qui est à l'origine de votre maladie? Alors, ça s'est fait aussi par hasard, et j'estime que dans la vie, j'ai aussi beaucoup de chance, malgré la maladie. Durant ma thèse à l'université de Lille, j'avais mon neurologue qui faisait également partie du laboratoire. Et voilà, pendant 25 ans, les médecins ont quand même essayé de trouver la cause de cette maladie sans jamais savoir voilà, l'identifier. Et au détour voilà, de mes recherches et en lisant un papier voilà, scientifique, un journal scientifique, je crois que j'ai utilisé ma mémoire photographique à ce moment-là, et j'ai lu dans ce papier un moment, dans un paragraphe, qu'il existait des patients dans le monde, quelques-uns, avec les mêmes symptômes que les miens, dont on avait découvert la cause génétique. J'en ai parlé à mon médecin qui était aussi collègue du laboratoire, et on a pris une prise de sang qu'on a ensuite envoyée en analyse, et j'ai indiqué qu'il fallait voilà, regarder le gène, ce gène, à cet endroit précis sur le génome, c'est-à-dire qu'on a à peu près 20 000 gènes chez l'homme, donc c'est quand même une aiguille dans une bonne de foin, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller chercher là où on ne voit rien. Et 3 mois après, on m'a rappelé en disant « Écoute Mathias, je crois que tu avais raison, on a trouvé une anomalie sur ce gène qui est la cause de ta maladie. » Et vos travaux sont, on le signale, publiés d'ailleurs dans de nombreuses revues scientifiques américaines. Quel est votre travail à Harvard, et sur quoi justement vous concentrez-vous? Alors mon travail aujourd'hui est de développer des thérapies pour ces maladies rares, donc ces myopathies. Je travaille notamment sur la myopathie de Duchenne. Je travaille également sur ma propre myopathie. C'est aussi la belle histoire à Harvard, c'est-à-dire qu'ils m'ont donné l'opportunité de travailler sur cette maladie rare qui touche à peu près une personne sur 400 000 dans le monde. C'est en France peut-être une centaine de personnes uniquement. Et voilà, c'est à la fois participer, essayer de développer un meilleur diagnostic. Encore une fois, j'ai attendu 25 ans pour être diagnostiqué. Le but, c'est que des enfants aujourd'hui puissent être diagnostiqués à la naissance, par exemple, plus vite, pour ensuite une meilleure prise en charge, et pourquoi pas, quand il y aura un traitement, d'avoir ce traitement très très tôt dans la vie, et aussi voilà, de développer des traitements pour ces maladies. De quoi a besoin aujourd'hui la recherche, Mathias? Vous savez, la recherche, c'est aussi l'argent. Malheureusement, c'est des recherches qui coûtent extrêmement cher. Je ne parle pas des essais cliniques qui coûtent des millions d'euros. Aujourd'hui, malheureusement, l'argent est le nerf de la guerre. L'argent aussi permet d'avoir des mains et des cerveaux. C'est-à-dire que la recherche, ça implique des équipes parfois de centaines de personnes pour travailler parfois aussi sur une seule maladie. Et donc oui, aujourd'hui, on a besoin de financement public, mais également privé, pour que ces gens-là puissent travailler tous ensemble. Vous écrivez, c'est une question un petit peu plus personnelle, mais dans au début du livre, « Longtemps, j'ai refusé de franchir le seuil d'une église. À mes yeux, Dieu m'avait abandonné lui aussi. » Est-ce que vous le pensez toujours? Alors, je pense que je me suis un peu amélioré sur cette question. J'ai été baptisé très très tôt. J'ai refusé ma première communion. Justement, j'étais un peu en conflit avec toutes sortes de religions, bien que je les respecte. Mais pour moi, je voulais être maître de mon propre destin, et que voilà, mes décisions ne viennent pas d'autre chose. Et je crois aujourd'hui, voilà, je
Je suis toujours athée. Ça n'a pas changé. Mais je pense qu'aujourd'hui, déjà, c'est plus facile pour moi de rentrer dans une église. Maintenant, je peux le faire. C'est déjà un progrès. Mais c'est vrai, j'ai toujours été en conflit. J'ai toujours pensé que, voilà, s'il y avait un Dieu, que celui-ci m'avait abandonné, parce qu'il m'avait laissé quasiment orphelin à la naissance, avec une maladie dont on n'a pas de traitement. Et je me suis toujours demandé pourquoi moi. Pourquoi moi, j'ai rien demandé. Le sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice face à tout, c'est-à-dire que dans ma famille, en plus, je suis le seul avec cette maladie. Et oui, sentiment d'injustice. Ouais. Peut-être une dernière question, Mathias Lambert. Le concept, est-ce que vous pensez que le concept de maladie rare est un concept pertinent encore aujourd'hui dans la recherche? Je pense que c'est un concept pertinent parce que ça nous permet de faire la différence avec des maladies beaucoup plus communes. Par contre, ça nous met dans une case. Quand on dit maladie rare, un institut qui va nous financer, que ce soit public ou privé, on va nous regarder avec des gros yeux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Quand vous avez une centaine de patients en France, comme pour ma maladie, et qu'on demande des financements, on vous dit non, malheureusement. Et j'ai envie de dire, c'est très, très malheureux. Mais vous savez, je pense qu'aujourd'hui, le droit à un traitement devrait être presque constitutionnel. J'ai envie de dire, ça devrait être inscrit quelque part. Chaque personne devrait avoir le droit à un traitement ou au moins avoir un projet de recherche pour sa maladie. Parce qu'encore une fois, on parle de vie. Derrière tout ça, on parle de famille. Vous savez, en France, il y a plus de 3 millions de personnes atteintes d'une maladie rare. Il y en a plus de 7 000. Donc, pour chaque maladie, il y a très très peu de personnes. Mais quand on additionne toutes ces maladies en entier, vous avez beaucoup, beaucoup de monde. Et vous savez, c'est aussi, je pense, une histoire de sens commun, c'est-à-dire et d'intérêt général. Tout ce qu'on va découvrir pour les maladies rares peuvent aussi être quelque chose de formidable pour les maladies beaucoup plus communes. Et je vais vous prendre un exemple aussi, pas seulement en sciences, mais dans la vie de tous les jours, les aménagements d'accessibilité. Vous savez, si on est chanceux, on va tous passer par là, c'est-à-dire la vieillesse, et on va tous connaître à un moment donné... on parle d'assistanat, mais on va avoir besoin, on va être dépendant de quelque chose. Et je pense que le combat qui est mené pour les maladies rares est un combat pour tous. Merci beaucoup, Mathias Lambert. Merci beaucoup. Vous avez parlé à peu près un peu plus de 15 minutes. Bravo pour ce marathon. Merci. Et en plus, on vous arrête plus à la fin. Donc, continuez comme ça. Bravo, bon courage. Le combat d'une vie, en tout cas, mérite d'être mené. C'est ce qu'on se dit en lisant le livre de Mathias Lambert. C'est d'ailleurs le titre de cet ouvrage qui est édité aux éditions du Rocher. Et le livre mérite ô combien d'être lu. Il a été écrit intégralement, je le précise, par Mathias Lambert. Et il se lit d'une traite. Merci beaucoup. Et bon courage. Merci. À l'Assemblée, le débat continue. Précisément, on parle du budget de la sécurité sociale. Et une question, sera-t-il adopté? Sébastien Lecornu a arraché un accord sur la CSG pour les plus riches. Toute la question est de savoir s'il peut vraiment renoncer au 49.3. Le 49.3, justement, c'est une promesse de ne pas y recourir pour le Premier ministre. Sa porte-parole a à nouveau aujourd'hui, ce matin même, réitéré cette décision. On voit mal comment il pourrait y revenir, non ? On voit mal comment il pourrait y revenir parce qu'il allait très loin. Mais bon, en politique, il faut toujours se méfier des promesses. Bien sûr. Et ce qui pourrait très bien se passer, ça ne sera probablement pas le cas, mais ce qui pourrait très bien se passer, ce serait une demande solennelle d'Olivier Faure. C'était lui qui avait demandé à ce que le 49.3 ne soit pas utilisé. Une demande solennelle d'Olivier Faure dans un journal de 20 heures qui demande solennellement au Premier ministre de revenir sur cette promesse. Il ne le fera pas. Les socialistes ont très envie que le Premier ministre utilise le 49.3. Ah, mais ils exigent plus le... Non, ils savent bien qu'en fait, c'est probablement le seul moyen de faire adopter ce budget qui contient... C'est-à-dire le réel est de retour, donc c'est ça. Exactement. Et donc, ils vous le disent sous couvert d'anonymat. Il y a Boris Vallaud, le patron des députés, qui l'a un petit peu dit au détour d'une interview ce week-end, en disant qu'il n'a pas dit très clairement, il a dit qu'il n'écartait pas le 49.3 et que ce n'était pas forcément une mauvaise idée. Mais ils ne le disent pas clairement, ils ne le demandent pas solennellement et je pense qu'ils ne le feront pas puisque ce serait se renier et Sébastien Lecornu ce serait lui aussi se renier que de revenir sur cette demande pour les uns et cette promesse pour l'autre.
Bonjour Emmanuel Dubin. Bonjour Vincent Roux. Ça va être compliqué parce que ce que dit Wally Bordas, parce que finalement le 49.3, les Français n'en veulent vraiment pas. Les Français n'en veulent pas et le Premier ministre n'en veut pas non plus, donc il y a peu de chances que ça arrive. Effectivement, il y en a 67% des Français qui pensent que le recours au 49.3 ne serait pas justifié, donc une opposition franche et massive. En revanche, quand on regarde un peu, les sympathisants LR et les sympathisants Renaissance sont plutôt pour. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau s'est exprimé en faveur du 49.3 cette semaine. Donc, le suspense reste entier. Sur La clé de compréhension, peut-être, pour justement la prise d'opposition de Bruno Retailleau, vient peut-être des chiffres. Probablement des chiffres. D'opinion des sympathisants de son parti. Complètement, mais c'est un des enseignements du sondage de cette semaine qui est intéressant. C'est le désalignement entre les sympathisants de certains partis et leur chef de parti. On le voit beaucoup chez Horizon, avec notamment la prise de position d'Édouard Philippe. Un petit peu, on a coupé la fourmilière d'Édouard Philippe en début de semaine, parce que chez Horizon, on a 63% des sympathisants Horizon qui sont en faveur d'un vote pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc, alors, l'avantage d'un sondage, c'est qu'on peut sonder, et on va essayer de justement sonder un peu les reins et les cœurs. Il y a une véritable peur, disons le mot, risque de paraître un peu trivial, une véritable trouille que ce budget de la Sécu ne soit pas adopté. Alors, effectivement, les Français pensent que ce serait inquiétant qu'il ne soit pas voté pour la situation économique de la France, mais cette inquiétude est quand même outrepassée par le fait que les Français préfèrent qu'un budget qui ne leur convienne pas ne soit pas voté. C'est ça qui est curieux. C'est assez ambivalent. Alors, précisément parce que la nuit dernière, il y a eu un accord sur la hausse de la CSG, en tous les cas pour cibler pour les plus riches. Est-ce que cette mesure peut être bien accueillie dans l'opinion ? Alors, elle sera bien accueillie à gauche, c'est naturel. Le but de cette mesure, si on rentre un peu dans les détails techniques, mais il y avait une opposition franche et massive à cette mesure parce qu'elle était supposée aussi inclure les revenus du patrimoine, les assurances-vie, etc. Et ça a été exclu de l'accord hier qui a été noué entre un peu tous les chefs de parti de la majorité. Donc Sébastien Lecornu a franchi l'obstacle, mais cette mesure-là ne fait pas figure d'épouvantail vu qu'elle a été acceptée par tous les partis. Et les partis LR, notamment Laurent Wauquiez, qui expliquait n'accepter aucune hausse d'impôts, vient de se faire harakiri, parce que dans les faits, ils ont accepté une hausse d'impôts, parce que le taux passera de 9 à 10%. Les électeurs socialistes sont-ils prêts à perdre les avantages pris dans la négociation par leur parti plutôt que de voir revenir le 49.3 ? Alors, c'est une bonne question. Les sympathisants socialistes sont plutôt en faveur du vote pour le PLFSS, et même très largement, parce que je crois que c'est près de 68% d'entre eux qui sont pour que le budget de la sécurité sociale soit voté. En revanche, sur le 49.3, c'est là où ça se complique un peu, parce que les socialistes, ils sont farouchement opposés, comme tous les militants et sympathisants des partis de gauche. C'est devenu maintenant un vrai urticant pour eux, et ils ne veulent pas le voir passer. Après, et votre question légitime, ils ont tellement obtenu avec ce budget que le 49.3 ferait leurs affaires parce que leurs avantages seraient entérinés. Alors, on sent bien que c'est en tout cas la position de certains dirigeants socialistes. On voit bien que dans certaines déclarations, à la fois de la part de Boris Vallaud ou bien encore d'Olivier que la porte est un peu ouverte. Il y a une porte ouverte à l'emploi du 49.3. Est-ce que c'est vraiment un tabou ? Est-ce que c'est vraiment une ligne très rouge au niveau des électeurs ? Au niveau des électeurs, c'est une ligne rouge, extrêmement rouge, parce que quand on se plonge dans le sondage, qu'on soit... si on est sympathisant PS, 70% d'entre eux, enfin 68%, sont contre le 49.3. Donc, c'est aussi à voir, ça dépend de comment on pose la question. Si on posait la question aux socialistes, êtes-vous prêt, aux sympathisants socialistes, êtes-vous prêt à voir ce budget passer au 49.3 avec tout ce que vous avez obtenu ? Et si on mettait ça en rapport de êtes-vous prêt à ce qu'il n'y ait pas 49.3 et qu'il n'y ait pas tout ce que vous avez obtenu, peut-être que les sympathisants pencheraient pour le 49.3 avec toutes les mesures favorables qui leur sont accordées. Je reviens à la mesure donc, qui a été négociée et adoptée la nuit dernière sur la hausse de la CSG. Jusqu'où les électeurs de droite sont prêts à reculer pour voir adopter un budget de la Sécu ? Ils sont prêts à reculer un peu plus chaque jour, j'ai l'impression. Néanmoins, quand on regarde un peu quand on se plonge dans le sondage et qu'on demande aux Français est-ce que vous voulez de ce budget, la réponse est non, même si c'est assez quand même équilibré, parce que 51% des Français sont pour, 48% sont contre, donc c'est quand même assez balancé. Quand on pose la question aux sympathisants des partis, hormis les sympathisants RN,
LFI et Parti communiste, tous les sympathisants des partis sont pour que le budget passe. Donc il y a quand même une vraie adhésion des certains adhérents et militants et sympathisants pour ce budget. Et quand on rezoome encore, c'est chez LR que le taux d'adhésion à ce budget est le plus faible parmi les sympathisants. Donc seulement 55% des sympathisants LR voudraient voir le PLFSS voter, alors quand on regarde chez le PS, c'est 63%, chez Renaissance, c'est 81%. Donc il y a quand même, autrement dit, on n'est pas très loin de la ligne de brèche. S'il y avait, pour reprendre l'expression dorénavant consacrée, un bouger de la part chez LR sur la censure ou sur le vote, leurs sympathisants ne leur reprocheraient pas forcément. En tout cas, ils sont moins arc-boutés que des sympathisants d'autres partis, et notamment les sympathisants d'Horizon ou de Renaissance. Est-ce que, précisément, sur ces questions budgétaires, on observe une fracture sociale et ou générationnelle ? Alors, plutôt générationnelle que sociale, parce que quand vous avez une question à laquelle les gens répondent à 51-48, tous les chiffres sont à peu près équilibrés quand on regarde les différentes catégories socio-professionnelles ou les catégories d'âge, sauf là-dessus, parce que quand on regarde les chiffres, 61% des Français de plus de 65 ans veulent que le budget soit voté. Donc la seule vraiment classe d'âge qui adhère massivement à ce budget ou à ce projet de loi de finances de la sécurité sociale sont les 65 ans et plus, donc les inactifs ou les retraités. C'est les retraités. Absolument. Parce que quand même, à l'intérieur de ce budget, et en particulier si on fait un focus sur le budget de la sécurité sociale, il y a la question de la suspension du régime des retraites. Bon, ça vous me direz, ça peut concerner tout le monde, mais ça ne les touche pas. Mais il y a tout ce qui est autour des pensions de retraite. Oui, et puis, Mathias Lambert l'évoquait un instant, tout ce qui est quand même, tout ce qui est la prise en charge. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est que à l'origine, dans la copie originelle du gouvernement, il y avait bien le gel des pensions de retraite, qui a sauté en première lecture à l'Assemblée et qui est revenu au Sénat, donc cela va de nouveau être débattu. Mais les retraités ont quand même un petit peu à perdre dans ce jeu-là, parce que si le gel était maintenu à l'Assemblée, mais il y a très peu de chances que cela arrive, ils seraient perdants. Ce qui est frappant, c'est que le sentiment qui domine, Emmanuel Dubarry, c'est l'incompréhension. Personne... Finalement, on a le sentiment, et on le voit, et dans ce sondage, personne ne sait plus de quoi on parle. C'est frappant, notamment quand on regarde, par exemple, sur les réseaux sociaux, ce que disent les Français du budget. Personne n'y comprend plus rien. Et c'est formidable comme stratégie, parce que ça marche. Du coup, ça marche, et d'ailleurs, ça marche, et on se demande si les chefs de parti comprennent encore quelque chose, vu que Laurent Wauquiez, qui était arc-bouté contre les hausses d'impôts, en a accepté une hier soir. On se demande si le flou dans lequel on navigue aujourd'hui n'est pas bénéfique pour le gouvernement, très clairement. Est-ce que, si la stratégie de l'usure, finalement, n'a pas fonctionné au-delà des espérances de Sébastien Lecornu ? C'est-à-dire qu'il peut très bien avoir un budget adopté. Oui, surtout depuis hier soir. À force, le fait que les LR et que Horizon aille dans son camp hier soir fait qu'il y a une petite fenêtre qui est certes étroite mais qui existe pour que le budget soit voté mardi à l'Assemblée. On va continuer de suivre ça, puis également de suivre ça ce week-end, puisque il y a des débats qui auront lieu, et plus d'ailleurs, on n'y reviendra pas aujourd'hui, mais on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, l'audition de Jean-Luc Mélenchon, qui est toujours en tous les cas prévue à l'agenda, à l'heure où on se parle, par la commission d'enquête sur l'islamisme. Il y a une autre actualité, c'est le DDA sur la labellisation de l'info. Alors, on l'a déjà commencé à l'aborder la semaine dernière à votre place avec Véronique Reissoult, mais il continue, les politiques s'en sont emparés. Est-ce que les internautes s'en sont emparés aussi ? Alors, très honnêtement, ce qui est intéressant, c'est quand on compare les volumes entre ce qui est discuté sur les réseaux sociaux, sur le budget et sur la labellisation, on a autant de messages sur la labellisation que sur le budget. Donc ça montre bien que le budget les gens ne sont plus intéressés par le budget, parce que quand on regardait ces chiffres-là il y a 2 mois, en première lecture, il y avait des quantités de messages affolantes sur le budget, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et sur la labellisation, il faut quand même dire... Pas mal, c'est comme dit Stéphane Fuchs, c'est la stratégie de la muleta, c'est-à-dire que la labellisation permet de détourner l'attention. Mais l'attention politique des Français aujourd'hui sur les réseaux sociaux est bien plus concentrée sur, d'une part, la commission d'enquête qui a lieu en ce moment sur l'audiovisuel public, menée par l'UDR Charles Aloncle, et sur la labellisation. Mais sur la labellisation, on voit quand même plus que ce sont les journalistes qui en parlent le plus avec les politiques. Et parmi les journalistes,
les seuls journalistes qui en parlent sont quand même plutôt les journalistes qui se sentent visés ou lésés par la mesure, donc un battage médiatique assez important des journalistes de CNews, etc. En revanche, on a quand même toute une frange de journalistes, notamment du Figaro par exemple, même certains journalistes du Monde qui se posent la question quand même de la légitimité, journalistes du Point qui se posent la question de la légitimité de cette mesure. En revanche, on a assez peu de journalistes de l'audiovisuel public qui se penchent sur la question. Observe-t-on justement une évolution et quel est le sentiment aujourd'hui qui domine sur ça chez les internautes ? Sur la labellisation ? Oui. Le sentiment qui domine, c'est qu'on se demande bien ce que vient faire Macron dans cette galère. Les internautes se demandent un peu quelle est la raison derrière cette soudaine prise de conscience. Et par ailleurs, ils y voient quand même là une opération un peu d'enfumage du président et une tentative un peu désespérée de revenir sur la scène politique nationale, clairement. Je vous pose la question, mais puisque vous êtes un spécialiste des réseaux sociaux, mais il y a plein de solutions qui existent ou d'alternatives à cette proposition de labellisation de l'information dont on ne sait pas pour l'instant en quoi elle consisterait. Mais la question, surtout, c'est que cette tentative de labellisation de l'information, elle a déjà été tentée. Et elle a été notamment tentée sur Twitter. Elle a été tentée sur Twitter. Donc là, on voit mal comment Emmanuel Macron pourrait forcer les GAFA à mettre en place quelque chose pour labelliser l'information. Enfin, il n'a vraiment aucune prise là-dessus. Elle a été tentée par vos confrères du Monde, avec les décodeurs ou décodex aussi. Ils ont fini par se faire condamner par dénigrement pour les gens qu'ils classaient comme, avec des couleurs vert, orange ou rouge. Donc cette tentative de labellisation, les gens aussi, le réflexe qui domine, c'est aussi l'intelligence collective. Les gens sur les réseaux sociaux, considèrent qu'ils sont assez grands et assez intelligents pour savoir ce qu'est une information, ce qui n'en est pas une, et quel média est fiable ou pas fiable. Donc il y a un peu ce côté-là d'infantilisation permanente qui énerve beaucoup. Oui, et d'un autre côté, une question qui n'est peut-être pas assez posée, mais c'est le problème de la confiance entre le public et les médias. Alors, tout à fait. Mais alors, quand le politique se met au milieu, alors là, la confiance n'existe plus. Ça, c'est assez net. Les Français, je le répète, sur les réseaux sociaux, que les médias et les politiques se battent pour la dernière place de la confiance du public. Oui, avec les banquiers et les assureurs, je crois. Mais effectivement, à ce titre-là, les politiques n'ont pas beaucoup de leçons à donner aux médias. Merci beaucoup, Emmanuel Dubarry, pour toutes ces précisions. Je rappelle que le sondage Odoxa Backbone est à retrouver sur le site du Figaro. On va revenir sur l'autre actualité, les pourparlers qui continuent cette fois-ci autour de la situation en Ukraine entre Kiev, Washington et Moscou. L'Europe essaye toujours de faire entendre sa voix cette fois-ci et les titres, les dernières tentatives passent par Pékin où se trouvait Emmanuel Macron. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons une responsabilité particulière et je crois que nous devons tout faire pour que justement les compromis soient trouvés, mais que derrière le droit international soit préservé et que la stabilité soit tenue dans la durée. J'espère que la Chine pourra se joindre à notre appel, à nos efforts pour parvenir dans les meilleurs délais à tout le moins un cessez-le-feu sous la forme d'un moratoire sur les frappes visant les infrastructures critiques. C'est clé pour l'hiver qui vient, puisqu'aujourd'hui, les infrastructures civiles et en particulier énergétiques sont toujours sous le feu russe, mais plus largement que nous arriverons à œuvrer ensemble pour cette paix juste et durable, c'est-à-dire respectueuse du droit international. Bonjour Pierre-Alain Coffinier. On vient d'entendre Emmanuel Macron solliciter l'aide de la Chine pour la situation en Ukraine. Apparemment, l'opération n'est pas réussie. La Chine, elle, ne s'est pas engagée pour aider l'Ukraine. Est-ce que, d'ailleurs, elle est déterminante dans cette affaire ? La Chine ? Oui. Ah oui, je pense. Certainement. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais par contre, on voit à quel point le commerce avec la Chine, enfin l'appui économique de la Chine est important aujourd'hui, que la Russie est coupée de ses relations économiques avec l'Ouest, avec nous, en grande partie avec les États-Unis également, et que donc la Chine est totalement déterminante pour l'économie russe aujourd'hui, bien sûr. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine peut accepter, au final, le plan de paix des Américains ? Je ne suis pas spécialiste non plus, mais je pense que je suis très, très, très sceptique. La première chose qu'il faut savoir, c'est quels sont les objectifs de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine,
Au début, ce qui craint d'abord, c'est que l'Ukraine soit trop indépendante de lui. Il veut une Ukraine vassalisée de façon à ce que l'Ukraine ne se rapproche pas de l'Europe et ne devienne pas un pays démocratique, ce qu'il craint avant tout, d'après moi. Donc, ce point, d'après ce que je comprends, ne figure pas dans le plan de paix américain. Donc, moi, je suis sceptique. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste de ça. Non, vous n'êtes pas spécialiste, mais vous avez un grand avantage, c'est que vous avez passé 5 ans au cœur de l'Oural et au cœur d'une Russie qui est complètement inconnue des Français, qui est cette Russie qui se trouve vraiment, on allait dire, le plus à l'est du centre, ou le plus à l'est de l'ouest de la Russie, vraiment à la jonction, là où il y a la frontière entre l'Europe et l'Asie. On va y revenir. Juste, je voudrais quand même qu'on revienne juste un moment sur les actuels pourparlers. Précisément, vous n'êtes pas un spécialiste, mais vous avez passé 5 ans là-bas, 5 ans au contact de cette société russe. Que vous inspire à vous, diplomate français, c'est pour parler entre Kiev, Washington et du coup Moscou? Eh bien, ce que ça m'inspire, c'est que Poutine, si ça aboutit, à supposer que ça aboutisse, on peut imaginer qu'il y aura une partie de l'Ukraine qui sera qui pourrait être sous contrôle russe, sauf que l'Europe ne pourra pas l'accepter. Mais l'un des objectifs de Poutine, comme je disais à l'instant, c'est qu'il veut une Ukraine vassalisée, et cela, je crois, nous ne pourrons pas l'accepter, les Ukrainiens non plus. Il faudra... alors lui, ce qu'il voudra, c'est habiller le plan de paix sous une forme où il apparaisse vainqueur. Mais en fait, il ne le sera pas. Il ne le sera pas parce que l'Ukraine ne sera pas vassalisée de la même façon que la Biélorussie. Voilà. Vous avez observé l'effet réel des sanctions là où vous êtes. Une des questions qui se pose souvent quand on voit les chancelleries lancer des sanctions, des nouveaux trains de sanctions, c'est de dire c'est symbolique, mais finalement ça ne marche pas. Est-ce que c'est vrai ? Alors je crois que jusqu'ici, ça n'a pas tellement marché, parce que le premier réflexe des Russes et des milieux économiques au moment des sanctions, c'est-à-dire il y a bientôt 4 ans, en 2022, quand elles ont été lancées, ça a été de se mobiliser complètement pour réussir à les contourner. Il y a eu partout, moi j'ai vu, des séminaires, des rencontres entre économistes, dans les universités, etc., avec les hommes d'affaires, les oligarques, etc., pour savoir comment faire. Ils ont trouvé comment faire, avec l'aide évidemment des pays que vous savez. D'abord, pour contourner les sanctions, le Kazakhstan, la Turquie, les Émirats arabes unis, l'Arménie dans une moindre mesure, parce qu'elle est bien plus petite, et ils ont trouvé différentes façons, et avec la Chine évidemment également, et moi ils m'ont expliqué le mode d'emploi. C'est-à-dire ? Alors le mode d'emploi, vous avez trois grandes façons de faire. La première, c'est de légaliser les importations illégales. Le long de la frontière avec la Chine, par exemple, qui est très longue en Extrême-Orient, il y a beaucoup de passages il y a toujours eu de la contrebande. Et il y en a toujours. Donc vous pouvez demander à une compagnie chinoise d'importer beaucoup, et là-dessus, ça s'infiltre en Russie, on légalise à l'arrivée. La deuxième façon, une deuxième façon, c'est que le Kazakhstan importe des biens qui sont sous sanction, et la compagnie russe qui est au nord, par exemple dans la région où j'étais, l'Oural, Sibérie occidentale, c'est une très grande région, très industrielle, qui produit beaucoup d'armements, qui a des industries lourdes, très, très importantes également. C'est une région aussi qui est très importante parce qu'elle a une bonne partie du pétrole russe est produit dans la région où j'étais. Eh bien, vous avez une branche d'une société russe qui s'installe au Kazakhstan. Au Kazakhstan,
elle fabrique les composants qui ont besoin de matériel sous sanction, donc c'est importé par le Kazakhstan, et une fois que ces pièces sont assemblées au Kazakhstan, elles sont exportées en Russie, et voilà, ils ont contourné les sanctions. Donc ça, elles deviennent kazakhs. Voilà. Il y a une chose qui est très intéressante aussi dans votre livre, dans votre récit, c'est que vous avez observé ce que vous disiez les Russes. Aujourd'hui, et ne me répondez pas, je ne suis pas un spécialiste parce que je ne suis plus en poste en Russie, parce que vous devez quand même avoir quelques signaux. Que pensent les Russes aujourd'hui vraiment, et que pensent-ils vraiment de cette guerre en Ukraine ? Alors, la première chose qui me frappe, c'est que l'opinion a un petit peu changé depuis le début. Au début, vous aviez les gens qui étaient contre et les gens qui étaient pour. Maintenant, eh bien, ils s'y sont habitués, ils considèrent que c'est une fatalité, c'est quelque chose qui leur tombe dessus un petit peu comme un cataclysme naturel, et ils voient que il faut qu'ils s'habituent, qu'ils s'adaptent dans leur vie quotidienne, etc. Et en réalité, l'opinion sur la guerre a cédé le pas à une opinion à leur préoccupation quotidienne de savoir comment survivre avec une inflation qui augmente, avec des difficultés économiques qui malgré tout augmentent. Et c'est cela qui alimente les conversations davantage que de savoir si on est pour ou contre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que depuis longtemps, en réalité, ils veulent que ça cesse. Ils veulent que ça cesse parce qu'il y en a beaucoup qui tiennent aux relations avec l'Europe et qui voient que leur pays est au banc des nations et qui n'aiment pas ça. Ils n'attendent que ça. Il y a une grande demande. Alors, un des points d'ailleurs qui a été soulevé dès le début de la guerre, dès le début du conflit, c'est que il y avait une tentation russe de rompre avec l'Europe et plutôt de se tourner vers l'Asie et donc de devenir une puissance eurasiatique. Est-ce que vous avez observé un tropisme asiatique dominant chez les élites que vous avez fréquentées ou bien au sein de la population ? Ni chez les élites, ni au sein de la population, il n'y a de véritable tropisme vers la Chine. La Chine est loin et c'est considéré comme un pays qui comprennent mal, et alors que toute leur culture et toute leur volonté de tourisme se tourne vers l'Europe. C'est vers l'Europe que ceux qui ont les moyens veulent voyager, veulent éventuellement investir. En boutade, il me disait, personne chez nous n'irait s'acheter un appartement sur la côte chinoise, alors qu'ils vont en Italie. Ceux qui ont les moyens ont des appartements ou des propriétés sur la côte d'Azur ou en Espagne, etc. C'est en Europe que les oligarques, ou ceux qui ne sont pas oligarques, mais qui ont des moyens, ont investi leur argent, placé leur argent, c'est vers là qu'ils veulent aller. Et quand ils ont un deuxième passeport, et il y en a ceux qui ont les moyens, il y en a quand même un certain nombre, et bien c'est un passeport européen, d'abord chypriote d'ailleurs. Qu'est-ce que vous appelez le malaise russe ? Alors le malaise russe, c'est le fait que, ils se sentent pas à l'aise avec cette décision de leur président de rompre avec, rompre avec l'Europe. Oui. Ça, c'est sûr. Ils ne le souhaitent pas. Leur culture a toujours été tournée vers nous, et c'est quelque chose qui est important pour eux. Comment ils vous l'ont exprimé ? Eh bien, la première chose... Vous, agent de l'étranger, comme vous. Oui, parce que officiellement, je l'ai été à un moment dans cette vidéo, dans ce film qui a été monté juste un peu après mon départ, au début 2024, sur les agents de l'étranger russes et européens, et on m'a montré quelques instants comme l'un d'entre eux. Alors donc, vous me demandez... Et donc, si on regarde la vidéo, on vous retrouve dans une vidéo russe. Oui, enfin quelques... Vous qualifiez comme agent de l'étranger. Alors, vous me demandiez de quelle façon je percevais qu'il n'était pas hostile aux Européens. Eh bien, en ce qui me concerne, dans les rues, tout le monde me connaissait. Je veux dire, tout le monde m'identifiait comme un diplomate européen, comme le consul général de France dans cette région, mais je n'ai
jamais eu de sentiment d'hostilité. Au contraire, ils ont toujours Mais ça, c'est été... parce que vous êtes diplomate, Pierre. Non, parce qu'ils étaient sympas avec moi. Ils se livraient sans retenue. Enfin, voilà. Ils ont toujours aimé l'Europe. Et ils continuent, alors que Moscou nous qualifie comme, et me qualifiait certainement, comme un élément hostile, enfin représentant évidemment d'un pays hostile. Et vous connaissez la politique de notre président de la République, la France est à l'avant-poste des pays hostiles pour les Russes. Ça, en tous les cas, on ne peut pas enlever à Emmanuel Macron quand même un certain nombre d'efforts qui ont visé à atteindre cet objectif. Voilà. L'Oural et Ekaterinbourg, donc c'est là où vous vous trouvez, c'est un lieu tragique où furent massacrés d'ailleurs par les bolcheviks, la famille impériale russe, le 17 juillet 1918. C'est un lieu qui est complètement inconnu des Français, sauf ceux qui avaient vu le film Anastasia. Comment a été vécue l'entrée en guerre au moment où Vladimir Poutine prend la parole dans cette nuit, du 23 au 24 février 2022, et où il évoque l'opération spéciale contre militaire spéciale contre les nazis en Ukraine. Bon, alors là, ça a été la stupéfaction, parce que véritablement, personne n'y était prêt. Comme vous savez, Poutine avait dit, le discours officiel auparavant, c'était de dire non, on masse des troupes au nord de l'Ukraine, etc., mais c'est un exercice militaire tout simplement et rien d'autre. Il n'y aura pas de guerre, les Américains et les Britanniques mentent, non, on n'en a pas l'impression, on n'en a pas l'intention, etc. Donc, grande stupéfaction, une stupéfaction d'autant plus grande que les Ukrainiens les connaissent bien. Vous avez énormément de familles russes qui ont de la famille en Ukraine, qui ont des parents, qui ont des cousins, une grand-mère ukrainienne, etc. Mais c'est vraiment un grand pourcentage. Ou alors qui sont allés, qui ont fait des études à l'époque soviétique pour les plus anciens, et donc ils ne comprenaient pas pourquoi il fallait faire la guerre à ce peuple qui est le plus proche d'eux possible et qu'ils connaissent bien, et ils considèrent qu'ils parlent la même langue, quoi. Comment ont été vécus les premiers échecs ? Alors, les premiers échecs, effectivement, la première année, eh bien, comment dirais-je ? Bon, ils ont... Enfin, pour commencer, les premiers échecs, ils s'en sont pas tellement aperçus, parce que la télévision russe les cachait complètement et montrer une autre réalité complète. Et c'est là qu'on en vient au discours officiel russe. En réalité, ça a consisté toujours à présenter tout sous le meilleur angle possible pour les Russes et à retourner les réalités, à montrer que cette guerre était indispensable, que si la Russie n'avait pas attaqué, elle se serait fait attaquer, ce qui paraît tout de même aberrant. On n'imagine pas la petite Ukraine prendre la décision d'attaquer la grande Russie, mais c'est ce que un certain nombre croyaient. Quand les Ukrainiens font des incursions sur le territoire russe, notamment jusqu'à Koursk, est-ce que justement les télévisions russes en parlent ? Les médias officiels russes en parlent ? Alors, l'art des télévisions officielles russes et des propagandistes russes, des porte-paroles du Kremlin, Dmitri Peskov ou du MID, Maria Zakharova, eh bien, c'est de retourner la réalité et d'essayer de montrer toujours que la faute ne vient pas de la Russie, ne vient pas des Russes. Quand, par exemple, le dernier exemple, c'est celui de Vladimir Poutine à un média indien hier. Il a dit que la Crimée n'avait pas été annexée par la Russie, mais qu'elle avait qu'elle avait demandé aux Russes d'intervenir parce que la majorité des Ukrainiens se sentaient mal en Ukraine et voulaient devenir russes par le référendum complètement biaisé dont vous avez entendu parler, évidemment. Et ils sont assez forts pour ça, ils sont assez professionnels pour retourner comme ça. Et pour rejoindre la question que vous me posiez tout à l'heure, s'agissant de l'Europe, Poutine passe son temps à dire que nous sommes russophobes.
et que l'Europe eh bien, ne va pas si bien, que c'est le chaos, pour différentes raisons. Ils montraient les gilets jaunes d'autres fois, ils montrent certainement des difficultés économiques aujourd'hui. Eh bien, ça, le Russe que j'ai rencontré n'y croit en fait pas tellement. On découvre sous votre plume un pays et un pan très peu connu de l'Europe, mais une société très dynamique avec une forte activité culturelle et une forte activité également contestataire. Oui. Alors la forte activité culturelle, bon, c'est peut-être un biais personnel également parce que ça m'intéressait. Et effectivement, les Russes, eh bien, moi je les trouve très attachants. Certes, un de mes lecteurs m'a dit votre livre est une sorte de déclaration d'amour au peuple russe. C'est un fait que c'est un peuple qui m'a touché pour les raisons suivantes. Ils sont intelligents, ils ont de l'humour, et en plus de ça, ils ont une grande sensibilité, et en plus de ça, ils sont éduqués, ils sont souvent, ils ont un haut niveau d'éducation, et donc on peut parler de toutes sortes de choses, de tout, et c'est intéressant. Et puis leur culture est vraiment tournée vers la nôtre, depuis plusieurs siècles. Même depuis oui. les fins fonds de l'Oural, si j'ose dire. Ah mais bien sûr, mais c'est l'Europe. Et une chose qui frappe, c'est que la population de ces grandes villes qui sont le long du Transsibérien jusqu'à Vladivostok, elle est blanche comme les Russes à Moscou ou Saint-Pétersbourg, hein, les yeux bleus, blonds, etc. Chez moi, c'était le cas, mais c'est aussi... Les grands Russiens. Voilà. Vous affirmez que vous avez observé une baisse de la popularité de Poutine. Comment l'avez-vous observé ? Alors ça, c'est les sondages le disent de temps en temps. Ça c'est vrai. Alors, bon, maintenant, ça va faire bientôt 2 ans que je n'y suis plus. Ce qui m'a frappé surtout, c'est la différence entre les générations. Les personnes les plus âgées croient à un homme fort. Dans toute leur histoire, il y a eu des hommes forts, les tsars, ensuite à l'époque soviétique, etc. Et ils pensent que pour défendre leur pays qui est immense, ils ont besoin de ça. Et donc cette génération des personnes les plus âgées qui s'informent par la télévision et qui est plus perméable au discours officiel, eh bien, ils ne croient pas à la démocratie, etc. En revanche, les jeunes, eux, eh bien, ils sont très geeks, ils sont très branchés, ils sont très réseaux sociaux, ils savent parfaitement ce qui se passe chez nous, ça les intéresse beaucoup. Et eux, ils croient davantage aux libertés, ils ont une culture différente, et eux sont plus critiques. Alors pourquoi est-ce que à quel moment la popularité de Poutine a-t-elle baissé ? Eh bien, il y a quelques années, il avait, alors qu'il avait dit le contraire un petit peu avant, décidé d'augmenter l'âge de la retraite. Alors c'est comme chez nous, et ben ça c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Augmenter l'âge de la retraite. Donc à ce moment-là, ça a baissé. Ça baisse également parce que depuis la crise financière de 2008, qui a été sévère en Russie, eh bien le niveau de vie stagne. Bon, alors on sent quand même une société dynamique. C'est pas quand même, on sent pas une société, on sent pas, c'est pas l'est de l'Ukraine quand même. C'est pas là. C'est pas l'est de l'Ukraine. On sent une société dynamique quand on vous lit. Oui, c'est une société dynamique, effectivement. Et alors, j'avais été frappé. Alors, au début, avant la guerre, une de mes missions était de développer des relations économiques. Donc, j'allais visiter des usines, voir des hommes d'affaires, des oligarques, etc. Et en réalité, leurs usines ce n'est pas uniquement l'industrie lourde ou les armes, etc. Ils essayent de progresser. Et vous voyez des usines d'une très, très grande modernité. Alors, moi, je suis pas spécialiste. Néanmoins, on a l'impression que... J'ai fait une école de commerce. Oui, j'ai fait les SEC, oui. Mais quand même, vous voyez qu'ils progressent, ils veulent toujours... Vous avez des jeunes, et pas seulement des jeunes, qui sont très, très bons en gestion, en sciences, et qui étaient très avides de coopération avec des pays comme nous, comme l'Allemagne ou d'autres. L'Italie, ça les intéresse beaucoup aussi.
Il y a toujours une forme d'énigme autour du peuple russe depuis que la Russie s'est façonnée sous la poigne de ses tsars successifs. L'actuelle guerre en Ukraine n'a fait qu'épaissir ce mystère et c'est tout le mérite du livre de Pierre-Alain Coffinier que d'apporter à cette interrogation permanente une contribution toute fraîche. C'est l'ancien ambassadeur Pierre Vimont qui écrit ces lignes en préface de votre livre qui est absolument passionnant, exceptionnel, inédit, un aperçu donc de cette récit profonde et méconnue. On ne sera pas forcément d'accord, mais on sortira plus instruit, plus intelligent de la lecture de ce livre. Le malaise russe, c'est aux éditions du Cerf et c'est à lire. Bonne semaine, bon week-end sur Le Figaro TV. Merci beaucoup.